L'année est 1324. Le Caire, la plus grande ville du monde musulman, capitale des Mamelouks, joyau de l'Égypte, centre commercial où convergent les routes de la soie, des épices, de l'or africain, une métropole éblouissante de 400 000 habitants, peut-être plus, où les marchands arméniens négocient avec des commerçants indiens, où les caravanes venues de Perse croisent celles du Maghreb, où l'or circule comme l'eau dans le Nil. Le Caire est riche, incroyablement riche, stable économiquement depuis des générations. Et puis, un jour d'été, quelque chose d'extraordinaire apparaît à l'horizon du désert. Une caravane, mais pas n'importe quelle caravane, la plus grande procession que quiconque ait jamais vue. 60 000 hommes, peut-être plus. Les chroniqueurs arabes de l'époque perdent leurs mots en essayant de la décrire. À sa tête, un homme, un empereur, le souverain de l'Empire du Mali, l'homme le plus riche qui ait jamais existé selon de nombreux historiens modernes. Son nom, Mansa Moussa. Et il vient de parcourir près de 5000 kilomètres à travers le Sahara pour accomplir le Hajj, le pèlerinage sacré à la Mecque que tout musulman doit faire au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Mais Mansa Moussa n'est pas venu avec les moyens minimaux. Il est venu avec la richesse d'un empire entier sur son dos. Et ce qu'il va faire au Caire, sans le vouloir, sans même le comprendre vraiment, va démontrer une vérité économique fondamentale qui reste vraie aujourd'hui, 700 ans plus tard. Une vérité sur l'argent, sur l'or, sur la valeur elle-même, qui va détruire l'économie égyptienne pendant plus d'une décennie. Parce que Mansa Moussa ne vient pas simplement visiter le Caire. Il vient y déverser tellement d'or, tellement de richesses concentrées en si peu de temps, qu'il va accidentellement créer le premier krach monétaire documenté de l'histoire causé par un seul individu. L'histoire commence dans l'Empire du Mali, en Afrique de l'Ouest, au début du XIVe siècle. Un empire que la plupart des Européens de l'époque ignoraient complètement l'existence, mais qui était en réalité l'une des puissances économiques majeures du monde médiéval. Pourquoi ? Un mot, or. L'Afrique de l'Ouest, et particulièrement la région contrôlée par l'Empire du Mali, contenait les mines d'or les plus riches du monde, connues à cette époque. Bambouk, Bourré, Galam, des noms que peu connaissent aujourd'hui, mais qui étaient nés les sources de près de la moitié, peut-être les 2/3, de tout l'or en circulation dans le monde médiéval. Pensez-y un instant, la moitié de l'or mondial provenait de cette région. Les pièces d'or qui circulaient à Venise, à Gênes, à Florence, finançant la Renaissance italienne, elles venaient de mines contrôlées par Mansa Moussa. Les dinars d'or qui permettaient pour le commerce dans tout le monde musulman, du Maroc jusqu'à Bagdad, de l'Égypte jusqu'à l'Andalousie, ils venaient des terres de Mansa Moussa. L'or qui remplissait les trésors des sultans, des califes, des rois européens, une grande partie venait de l'Empire du Mali. Mansa Moussa ne possédait pas simplement de l'or, il contrôlait les robinets même de l'approvisionnement mondial en or. Et il était, selon les standards de n'importe quelle époque, incompréhensiblement, presque absurdement riche. Les historiens modernes, quand ils essaient d'estimer sa richesse en termes actuels, arrivent à des chiffres qui défient l'imagination. Certains parlent de 400 milliards de dollars, d'autres vont jusqu'à 600 milliards. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que la richesse combinée des hommes les plus riches d'aujourd'hui, plus qu'Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates et les 10 suivants additionnés ensemble. Et en 1324, Mansa Moussa décide d'accomplir le Hajj. Mais il ne va pas y aller discrètement, humblement, comme un simple pèlerin. Non, il va y aller comme un empereur doit y aller, avec magnificence, avec splendeur, avec une démonstration de richesse qui fera parler le monde musulman pendant des générations. La caravane qui l'assemble est proprement stupéfiante. 60 000 hommes, selon les chroniqueurs arabes contemporains. Al-Umari, qui a interviewé des témoins oculaires, parle de 12 000 esclaves personnels de l'empereur, chacun portant un bâton d'or massif pesant environ 2 kilos. 12 000 bâtons d'or, 24 tonnes d'or, juste portés comme bâtons de marche décoratifs par ses serviteurs. 500 esclaves marchent devant lui, chacun portant un bâton d'or, 80 chameaux, chacun chargé de 100 à 150 kilos de poudre d'or dans des sacs de cuir. Faites le calcul, 80 chameaux multipliés par 120 kilos en moyenne, 9600 kilos d'or, près de 10 tonnes, et ce n'est que l'or en poudre transporté par les chameaux. Il y a aussi l'or en lingots, l'or en bijoux, l'or cousu dans les vêtements, l'or des bâtons portés par les milliers d'esclaves. Au total,
Les estimations les plus conservatrices parlent surtout d'au moins 18 tonnes d'or. Certains historiens pensent que c'était probablement plus proche de 25, peut-être 30 tonnes. 30 tonnes d'or en 1324, transportées par un seul homme et sa suite à travers le Sahara. Pour comprendre ce que cela représente, il faut savoir qu'au Moyen Âge, la production mondiale annuelle d'or était estimée à environ 10 tonnes par an. Mansa Musa transportait peut-être 3 années de production mondiale d'or. Et il traverse le Sahara. 3 mois de voyage à travers le désert le plus hostile de la planète. Des températures dépassant 50 degrés le jour, tombant près de zéro la nuit. Des tempêtes de sable qui peuvent ensevelir une caravane entière. La soif, la faim, les bandits. Mais Mansa Musa arrive. Sa caravane arrive au Caire en juillet 1324. Et c'est là que l'histoire économique va prendre un tournant fascinant et catastrophique. Parce que Mansa Musa, dans sa piété et sa générosité, dans son désir de montrer la grandeur de l'Empire du Mali, dans sa volonté de faire des aumônes comme le demande l'islam, va commettre ce qui est peut-être l'erreur économique la plus spectaculaire jamais commise par un seul individu. Il va dépenser, et donner, et dépenser encore, et donner encore, sans limite, sans retenue, sans aucune compréhension des conséquences économiques. Les chroniqueurs racontent qu'il donnait de l'or à n'importe qui s'approchait de lui. Des poignées de poudre d'or distribuées comme des bonbons, des lingots offerts aux mendiants. Il achetait tout ce qu'il voyait dans les souks du Caire. Des tapis persans, il en prenait 100, des épices rares, il achetait le stock entier du marchand, des esclaves, il en libérait des centaines en payant leur rançon en or. Il faisait construire une mosquée chaque vendredi, le jour saint musulman. Une mosquée entière, payée en or, chaque semaine qu'il passait au Caire. Il donnait des cadeaux somptueux au sultan mamelouk, au gouverneur du Caire, aux juges, aux imams, aux savants, aux poètes, à quiconque était présenté à sa cour. Al-Umari écrit que Mansa Musa a laissé tellement d'or au Caire que la valeur de l'or a chuté de manière catastrophique. Et voici où l'économie devient fascinante. Pendant des siècles, peut-être des millénaires, les humains ont cru que l'or avait une valeur intrinsèque, immuable, divine presque. L'or était l'or. Un dinar d'or était un dinar d'or. Sa valeur était stable, éternelle, garantie par sa rareté naturelle et son utilité comme métal précieux. Mais Mansa Musa, sans le vouloir, sans même le comprendre, a démontré une vérité économique fondamentale que nous comprenons aujourd'hui comme la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre d'un bien augmente massivement et rapidement, même si la demande reste constante, la valeur de ce bien chute. Peu importe que ce bien soit de l'or, du cacao aztèque, des tulipes hollandaises ou des dollars américains. L'or n'avait pas de valeur magique intrinsèque. Sa valeur venait de sa rareté relative. Et Mansa Musa venait de rendre l'or beaucoup moins rare au Caire. Les effets ont été immédiats et dévastateurs. Le prix de l'or au Caire, qui était stable depuis des générations, s'est effondré. Les chroniqueurs parlent d'une chute de 25%. Certains historiens modernes pensent bientôt que c'était probablement plus proche de 40 ou 50% dans les semaines immédiatement après le passage de Mansa Musa. Un quart, peut-être la moitié de la valeur, évaporée. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas toujours. Quand la valeur de l'or chute, ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui possèdent de l'or. L'or était la monnaie. Le dinar d'or était l'argent. Donc quand l'or perdait de la valeur, l'argent lui-même perdait de la valeur. C'était l'inflation. Une inflation massive, soudaine, catastrophique. Les prix de tout le reste ont explosé. Parce que maintenant, il fallait plus d'or pour acheter la même quantité de blé, de viande, de tissu, d'épices. Un sac de blé, qui coûtait 2 dinars d'or, hier coûtait maintenant 3, puis 4, puis 5 dinars. Pour les riches qui possédaient beaucoup d'or, c'était désagréable, mais gérable. Leur pouvoir d'achat avait diminué, mais ils restaient riches. Mais pour les classes moyennes, pour les artisans, pour les commerçants ordinaires qui avaient été leurs économies en or, qui comptaient sur la stabilité de l'or pour planifier leur avenir, c'était une catastrophe. Les économies de toutes ces polémies de toute une vie avaient bientôt perdu la moitié de leur valeur en quelques semaines. Un marchand qui avait économisé 100 dinars pour la dot de sa fille découvrait que ces 100 dinars n'achetaient maintenant que ce que 50 dinars achetaient dans le mois précédent. Le commerce international s'est grippé.
Les marchands étrangers qui arrivaient au Caire avec des biens à vendre demandaient maintenant beaucoup plus d'or égyptien en échange, parce qu'ils savaient que cet or valait moins sur les marchés internationaux. Les prêts sont devenus impossibles à gérer. Si vous aviez prêté 100 dinars à quelqu'un le mois dernier et qu'il voulait rembourser maintenant, vous receviez techniquement la même quantité d'or, mais cette quantité d'or valait maintenant moitié moins. Vous veniez de perdre la moitié de votre prêt. C'était le chaos économique, une dislocation massive du système monétaire. Et tout ça parce qu'un seul homme extrêmement riche avait inondé le marché d'une quantité d'or dépassant tout ce que l'économie locale pouvait absorber. Les chroniqueurs disent que l'économie du Caire a mis plus de 12 ans à se rétablir complètement. 12 ans pour que l'or excédentaire se disperse à travers les routes commerciales, pour que l'offre et la demande retrouvent un équilibre, pour que les prix se stabilisent. 12 ans de turbulences économiques causées par 4 mois de générosité extravagante. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Mansa Moussa lui-même a fini par comprendre ce qu'il avait fait. Sur le chemin du retour, après avoir accompli le Hajj à la Mecque, il était repassé par le Caire, et les chroniqueurs rapportent qu'il était horrifié par ce qu'il avait causé. Il a essayé de réparer les dégâts. Il a emprunté de l'or. Oui, vous avez bien entendu. L'homme le plus riche du monde a emprunté de l'or aux prêteurs du Caire à des taux d'intérêt exorbitants. Pourquoi ? Pour retirer de l'or de la circulation, pour réduire l'offre, pour essayer de restaurer la valeur de l'or en le rendant plus rare à nouveau. C'est la première politique monétaire restrictive documentée de l'histoire. Le premier exemple enregistré de quelqu'un comprenant la relation entre la masse monétaire et la valeur de la monnaie, et essayant activement de la manipuler. Ça n'a pas entièrement fonctionné. Le mal était fait, mais le fait que Mansa Moussa ait essayé montre qu'il avait compris, même sans théorie économique formelle, la leçon fondamentale. Alors, quelle est cette leçon ? Pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire d'un empereur africain mort il y a 700 ans ? Parce que la leçon de Mansa Moussa est exactement la même que celle de la fève de cacao aztèque, exactement la même que celle du denarius romain, exactement la même que celle de toutes les crises monétaires de l'histoire. La valeur de l'argent n'est jamais intrinsèque, elle n'est jamais garantie par la nature du matériau. L'or n'a pas de valeur magique juste parce que c'est de l'or. Les fèves de cacao n'avaient pas de valeur magique juste parce que c'était des fèves. Les billets de banque n'ont pas de valeur juste parce que c'est du papier imprimé. La valeur vient toujours de la rareté relative et de la confiance collective. Quand Mansa Moussa a rendu l'or moins rare au Caire, l'or est devenu moins précieux, immédiatement, mathématiquement, inévitablement. Et voici pourquoi c'est terrifiant pour nous aujourd'hui. Pendant des millénaires, les humains ont cru que l'or était la monnaie ultime, stable, parce qu'il était rare et que cette rareté était garantie par la nature. On ne pouvait pas simplement créer plus d'or, il fallait le miner, laborieusement, lentement. Mais même l'or, même ce métal précieux que les civilisations ont adoré pendant des millénaires, n'était pas immunisé contre les lois économiques fondamentales. Si quelqu'un en inondait le marché assez rapidement, même l'or perdait sa valeur. Maintenant, pensez à notre argent moderne. Nos euros, nos dollars, nos yens, nos livres sterling. Ils ne sont même pas adossés à l'or. Ils ne sont adossés à rien de physiquement rare. Ils sont créés par décision politique, par des banques centrales qui, littéralement, ajoutent des zéros dans des ordinateurs. En 2020, pendant la pandémie, la Réserve fédérale américaine a créé plus de 3 000 milliards de dollars en quelques mois. 3 000 milliards, ajoutés au système monétaire d'un simple clic. La Banque centrale européenne a fait pareil. Des centaines de milliards d'euros créés électroniquement, injectés dans l'économie. Et nous appelons ça assouplissement quantitatif, relance monétaire, fourniture de liquidités. Mais économiquement, fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ce que Mansa Moussa a fait au Caire. Inonder le marché avec beaucoup plus de monnaie que l'économie ne peut naturellement absorber. La différence ? Mansa Moussa l'a fait en 4 mois et a causé 12 ans de chaos économique. Nos banques centrales le font en continu, mois après mois, année après année, depuis des décennies maintenant. Et nous sommes surpris quand l'inflation apparaît, quand les prix augmentent, quand notre pouvoir d'achat diminue. Mansa Moussa aurait pu nous prévenir. Il a appris cette leçon à la dure en 1324. Quand vous augmentez massivement l'offre de monnaie, la valeur de chaque unité de cette monnaie diminue.
c'est physique, c'est mathématique, c'est inévitable. L'or de Mansa Musa valait moins au Caire parce qu'il y en avait trop. Nos euros et nos dollars valent de moins aujourd'hui parce qu'il y en a trop. La forme change, l'or devient papier, le papier devient chiffre numérique. Mais les principes fondamentaux restent identiques. Et voici la partie vraiment troublante. Au moins Mansa Musa a essayé de réparer ses erreurs. Il a emprunté de l'or pour le retirer de la circulation. Nos banques centrales, elles continuent d'imprimer, année après année, crise après crise, sans jamais vraiment retirer cet argent créé de la circulation. La masse monétaire ne fait qu'augmenter, et avec elle, inévitablement, lentement mais sûrement, l'inflation érode votre pouvoir d'achat. Ce que vos parents pouvaient acheter avec 1000 euros il y a 20 ans, vous ne pouvez plus l'acheter avec 1000 euros aujourd'hui. Et ce que vous pouvez acheter avec 1000 euros aujourd'hui, vos enfants ne pourront probablement pas l'acheter avec 1000 euros dans 20 ans. C'est le poids de l'or de Mansa Musa, distribué sur des décennies au lieu de mois, dilué sur une économie mondiale au lieu d'une seule ville. Mais c'est fondamentalement le même phénomène. L'histoire de Mansa Musa n'est pas juste une anecdote fascinante sur un empereur riche du passé, c'est un avertissement, une leçon d'économie enseignée par l'histoire elle-même. La valeur n'est jamais garantie, ni par l'or, ni par la puissance d'un empire, ni par la confiance en une banque centrale. La valeur est toujours relative, toujours dépendante de l'équilibre délicat entre offre et demande. Et cet équilibre peut être détruit beaucoup plus facilement que nous ne voulons l'admettre. Mansa Musa l'a détruit en 4 mois avec 30 tonnes d'or. Combien de temps faudra-t-il à nos systèmes monétaires modernes pour atteindre le même point de rupture avec leurs milliers de milliards créés d'un clic? C'est la question que nous devrions tous nous poser, mais que presque personne ne pose. Parce que nous préférons croire que cette fois, c'est différent, que nous avons évolué, que nous comprenons mieux l'économie. Mais l'or du Caire en 1324 nous dit le contraire. Les lois économiques fondamentales n'ont pas changé. Elles ne changent jamais. Seuls les noms et les chiffres changent. Et c'est une leçon que nous ferions bien de ne pas oublier.